Chers internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission qui a le privilège et l'honneur de recevoir pour vous Noël Tiani Mwadianvita. Il est, je rappelle ici, candidat malheureux aux élections présidentielles qui a eu lieu le 30 décembre 2018 avec qui nous allons un peu essayer de balayer l'actualité politique en République démocratique du Congo à qui je m'avais dit bonjour. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Vous allez bien? Je me porte très bien, sauf la RDC. Et politiquement? Politiquement, la RDC est très malade. Il y a des généraux qui meurent miraculeusement, les sauts de moutons ne sont pas terminés, les embouteillages sont monstres. La misère de la population elle est totale. On ne sent pas encore les effets du changement. Donc, moi, sur le plan de la santé, je me porte très bien, mais le pays a encore à recouvrer sa santé. Monsieur Noël Tiani, je rappelle ici que vous êtes économiste. Le mois de février, le Fonds monétaire international avait demandé à la RDC de réduire son plan de trésorerie. Un concept qui a un peu embrouillé la population congolaise. Si on vous demandait de nous expliquer c'est quoi un plan de trésorerie en quelques lignes. Oui, j'avais suivi avec intérêt les conclusions de la mission du Fonds monétaire international avec les discussions qu'il y a eu avec le gouvernement de la RDC. Bon, il est vrai que le gouvernement avait présenté à l'Assemblée nationale un budget national qui a été finalement approuvé à 11,8 milliards de dollars. Ce budget que moi je considère déjà très petit par rapport au défi de développement donc, du pays. Ce budget avait été critiqué par beaucoup de personnes qui trouvaient qu'il était irréaliste et que la RDC dans le passé, ayant eu des petits budgets du genre 4, 5, 6 milliards de dollars, on ne voyait pas comment on pouvait arriver soudainement à 11,8 milliards de dollars. Maintenant, le plan de trésorerie, c'est quoi? Le plan de trésorerie, ce n'est que la prévision de ce qui va entrer dans les caisses de l'État et ce qui va sortir des caisses de l'État. C'est comme en quelque sorte donc, la gestion cash du pays. Ce qui va entrer dans la caisse de l'État provient de quoi? Provient de recettes que mobilise le gouvernement. Les recettes douanières, les recettes fiscales, les impôts, tous les dividendes qu'on reçoit sur les entreprises du portefeuille et qu'on sort. Donc tout ce qui est cash qui va entrer dans les caisses de l'État, on appelle ça des recettes mobilisées. La mobilisation donc des ressources, comme on dit. Quand le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a vu que les recettes qui étaient prévues dans le budget ne seront réalisées que dans une certaine mesure, jusqu'à un certain montant, ils ont préparé ce plan de trésorerie qui est en réalité donc un instrument de suivi sur le budget, sur l'exécution donc du budget, pour se poser la question de savoir est-ce qu'on va réaliser le budget à la fin de l'année totalement comme on l'avait prévu ou pas. Et à ce stade ici, les anticipations du ministère des Finances, c'est qu'on ne pourrait mobiliser des recettes que de l'ordre de 5,6 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement la moitié de ce qui était prévu donc au départ. Moi, je considère que c'est une alerte. C'est une alerte et une invitation pour que tout le monde se mette au travail et fasse un peu plus d'efforts pour mobiliser beaucoup plus d'argent. Parce que si on ne se met pas au travail, on sera obligé donc de trouver des ressources ailleurs si on veut maintenir le même niveau de dépenses qui était prévu dans le budget. Sinon, si on ne peut pas trouver donc d'autres ressources ailleurs, ce qu'il faudra faire, c'est revoir les ambitions à la baisse, c'est-à-dire supprimer certains programmes qu'on ne pourra pas exécuter par manque d'argent. Est-ce que ces plans de trésorerie, est-ce que c'est-il important de l'annoncer, de le communiquer au grand public ou c'est totalement réservé à la cuisine interne du gouvernement? Moi, j'aurais considéré que c'est une cuisine interne du gouvernement. On n'aurait pas dû l'annoncer publiquement parce que ça fait paniquer la population, ça fait paniquer les gens pour rien. Et le plan de trésorerie, on peut l'ajuster à tout moment. Si soudainement on voit par exemple que les rentrées fiscales sont plus importantes que les mois derniers qui avaient été utilisés comme base pour la préparation de ce plan de trésorerie, on devra donc le revoir. Donc moi, j'aurais souhaité que ce soit une cuisine interne, qu'elle ne soit pas publiée ouvertement. Mais notre gouvernement, qui a l'habitude de signer du n'importe quoi, a négocié avec le Fonds monétaire international et s'est fait obliger de pouvoir le publier sur le site web.
Et donc, c'est une exigence du Fonds monétaire international. Mais moi, je peux vous dire que si j'étais le gouvernement, je n'aurais pas accepté une telle exigence. J'aurais fait comprendre au Fonds monétaire que nous avons des secrets au niveau de l'État et ces secrets doivent être gérés à l'interne. On ne peut pas les mettre sur la place publique. À la rigueur, j'aurais compris si on prenait ce plan de trésorerie, on le montre discrètement au Fonds monétaire ou à d'autres bailleurs de fonds pour leur dire mais voici comment nous exécutons le budget et voici ce que ça implique à ce stade. Mais le publier donc comme ils l'ont fait, je crois que c'est étalé sur la place publique, donc les secrets d'État qui montrent d'ailleurs que notre pays n'a pas une capacité de résistance importante. Un pays étranger peut regarder ce plan de trésorerie, mais se dire mais écoutez, nous pouvons attaquer ce pays, il ne pourra pas résister pendant longtemps parce qu'ils n'ont que autant d'argent, par exemple, qu'ils ont donc dans le cash. Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour payer l'armée, pour payer la police et consorts? Donc on peut nous étrangler à cause donc de ce secret d'État qui a été diffusé. Donc moi je souhaiterais que dans l'avenir, notre gouvernement soit un peu plus prudent dans des choses qu'il négocie avec des institutions financières internationales pour ne pas se faire imposer n'importe quoi. Le Fonds monétaire, ce n'est pas un monstre à qui on ne peut pas expliquer donc certaines réalités. On pouvait faire comprendre au Fonds monétaire qu'on peut leur montrer le plan de trésorerie discrètement, mais on ne va pas le publier donc sur les réseaux sociaux comme on a fait. Noël Tiani, vous avez écrit un livre dénommé, titré Le plan Marshall. Est-ce que vous pouvez en parler à la population qui vous suit en ce moment? Bien sûr. J'ai publié un livre intitulé « Aux grands mots, les grands remèdes, un plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo ». Il s'agit en fait d'une vision de développement, ma vision de développement de la RDC, pour sortir le Congo de la situation catastrophique actuelle et en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Je suis content que la population congolaise commence à réaliser que les problèmes du pays ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que pendant les élections, les gens avaient tendance à réagir simplement sur base de ce que j'appelle donc le niveau de militantisme. Ne voyez pas qu'il y avait des problèmes sérieux qu'il fallait régler pour que le pays puisse retrouver sa dignité. Quelle est la situation du pays aujourd'hui? Nous sommes un pays sous-développé. Nous avons un niveau de vie de la population très bas par rapport aux autres citoyens du monde. Le niveau de vie de la population est reflété par ce qu'on appelle donc le produit intérieur brut par habitant, le PIB par habitant, qui est estimé aujourd'hui, dans le cas du Congo, à 458 $, par rapport aux autres pays qui ont 150 000 $ donc, de PIB par habitant. Donc nous sommes les derniers de la Terre. Nous avons 85% de la population active qui est au chômage. C'est-à-dire que tout le pays est au chômage. Pour vous donner une idée de comparaison, la Corée du Sud, où je viens de rentrer, a un taux de chômage donc de moins de 4%. Pour être exact, 3,25%. Nous avons 85% de la population au chômage. C'est-à-dire que tout le monde est au chômage. Il n'y a personne qui travaille ici. Nous avons un manque criant d'infrastructures de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les services de télécommunication. Notre population, à peine 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunication. C'est-à-dire que 90% de la population, ils vivent dans l'obscurité, ils boivent l'eau sale des rivières et ils n'ont même pas donc un téléphone pour faire des coups de téléphone. Nous avons un manque criant de routes. Vous ne pouvez pas partir d'une province donc à l'autre par manque de routes. Et quand il y a des routes, ce sont des routes, quand il pleut, ça devient donc, ça se transforme en rivière ou bien en ruisseau et c'est impossible donc de naviguer. Nous avons un manque criant donc d'aéroports de qualité. Quand vous voyez l'aéroport international d'Indili, il n'est pas comparable même à l'aéroport d'ici de Congo-Brazzaville à côté. Donc, bref, notre pays se trouve dans une situation d'agonie. C'est une situation catastrophique. Maintenant, pour sortir de cette situation et devenir un pays normal, où la population vit correctement, a du travail, où il y a des infrastructures de base, j'ai proposé cette vision de développement appelée le plan Marshall, pour pouvoir mener un certain nombre d'actions, sortir de la situation actuelle, arriver à une situation de plein emploi, où tout le monde a du travail, où tout le monde aura accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunication, où on aura des routes modernes reliant tout le pays et où on aura des aéroports de qualité et où on aura une économie florissante, c'est-à-dire des matières premières nombreuses que nous avons aujourd'hui.
qu'on extrait à l'état brut et qu'on envoie à l'extérieur à l'état brut, je voudrais qu'on les transforme en produits finis, produits semi-finis à l'intérieur du Congo, créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais. Donc c'est ça le sens du plan Marshall que je propose. Donc c'est une méthodologie, c'est un plan de développement pour sortir le Congo de la situation de misère et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Quels sont les secteurs dans le plan Marshall qui peuvent booster les changements et les développements de la RDC en quelques lignes, s'il y en a? Au fait, vous savez, quand on est pays sous-développé, tous les secteurs sont malades. Tout les secteurs prioritaires. J'arrive. Tous les secteurs sont prioritaires ici, sont malades. Et tout est prioritaire dans ce pays. Alors, quelles sont les grandes actions que moi je vois devraient être menées pour remettre le Congo au travail? La première des choses à faire, c'est de rétablir un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas se développer lorsque le peu de ressources qu'on peut avoir, on les utilise pour aller faire de la guerre aux rebelles, pour aller maintenir la sécurité et consorts. Donc, il faut qu'on arrive à rétablir un climat de paix où tous les citoyens congolais, dans les 4 coins de la RDC, vivent en paix et ne se sentent pas menacés par des rebelles ou par des bandits, des trucs de ce genre-là. Ça, c'est la priorité des priorités. Donc, nous devons restructurer ce que j'appelle l'État. L'État a disparu dans notre pays. Vous pouvez aller dans des coins de la République où vous voyez des citoyens qui se battent entre eux. Il n'y a même pas un policier pour pouvoir maintenir de l'ordre. Et quand il y a un policier, il n'intervient pas, il ne fait rien. Donc l'État a cessé de fonctionner normalement. Nous devons restructurer l'État, rétablir les institutions qui fonctionnent et mettre fin à la guerre, avoir donc une armée, une police, des services de sécurité de qualité qui font leur travail pour faire fonctionner l'État comme il se doit. Ça, c'est une des actions dans le cadre du plan Marshall que je considère prioritaire. 2, nous devons maintenant toucher au système de gouvernance. Le système de gouvernance, c'est celui qui fait que les ressources de l'État, les ressources publiques qui sont mobilisées, elles entrent dans les caisses publiques et on utilise ces ressources-là dans le cadre du budget national et pour financer différents projets de développement. Dans notre pays, c'est connu de tout le monde, 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national. Ça va dans les poches des privés, c'est volé, c'est détourné. Nous devons mettre fin à ce système de prédation et de vol des biens de l'État pour récupérer l'argent de l'État et l'utiliser pour le développement. 3, nous devons regarder maintenant l'ingrédient principal du développement du pays. C'est quoi? C'est la population. Nous devons investir dans l'homme et dans la femme congolais pour que ça devienne des hommes et des femmes de qualité, c'est-à-dire bien formés à travers l'éducation, bien entretenus à travers le système de santé et bien nourris à travers un système d'autosuffisance alimentaire où nous produisons dans le pays la nourriture que nous devons consommer. Aujourd'hui, vous trouverez que l'enseignement a abandonné les enfants congolais depuis très longtemps. Même ceux qui disent qu'ils sont sortis des universités, il faut entendre quand ils ouvrent leur bouche. Ils ne raisonnent pas comme des gens qui sont instruits. Et quand le français, c'est la langue officielle. Ils ne peuvent même pas donc faire une phrase sans faire donc des fautes et trucs de ce genre-là. Alors, nous devons revoir le système éducatif. Je suis content que le chef de l'État ait commencé quelque chose dans ce sens-là, mais ce n'est pas suffisant. En faisant ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement, c'est une déclaration politique, mais il faut maintenant la matérialiser sur le terrain. Et je vous dis que sur le terrain, tel que les choses évoluent, la gratuité de l'enseignement va devenir un fiasco national. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit que les écoles, les parents ne doivent plus payer. Très bien, tout le monde applaudit. Mais on n'a pas pensé que pour que les écoles fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'argent suffisant pour arriver à faire le travail que les parents finançaient donc dans le passé. Les enseignants sont démotivés parce que leurs salaires ont diminué considérablement à cause de l'annulation de contributions donc des parents. Les écoles n'ont même pas d'argent pour pouvoir acheter des papiers pour imprimer les examens, les feuilles d'examen donc des élèves. Et moi, je suis en train de faire le tour des écoles et j'ai réalisé que la gratuité de l'enseignement a été très mal annoncée et il est très mal appliqué. C'était précipité. C'est précipité, ce n'est pas préparé, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et si on ne fait pas attention, ça va devenir le cauchemar congolais. C'est-à-dire ça va tuer la qualité de l'éducation dans notre pays. Maintenant, il faut qu'on regarde d'autres choses, le système de santé. Donc, d'abord sur la gratuité de l'enseignement. Pour améliorer l'enseignement, il faut des actions complémentaires. Par exemple, il faut envisager à augmenter considérablement les salaires des enseignants. Et moi, j'ai proposé un système de salaire minimum garanti, où le salaire
qui sera payé à tout fonctionnaire congolais. Ce serait des $1000 par mois. C'est-à-dire aux enseignants, aux médecins, aux fonctionnaires de l'État, aux policiers, aux militaires, au moins $1000 par mois. Et ce salaire-là pourra être suffisant pour permettre donc à un enseignant de vivre avec son salaire et de se concentrer aux efforts de développement du pays à travers l'enseignement. Maintenant, il faudra envisager la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation des écoles existantes et la révision du curricula parce que beaucoup d'enseignements continuent à être faits comme c'était en 1960. Les choses ont beaucoup évolué. Je trouve dans des écoles, on continue à enseigner donc ce livre qu'on appelle Ce monde merveilleux, ou bien Le corbeau et le renard. On n'est plus donc à cette époque-là, les choses ont beaucoup évolué. Il faut apprendre à l'enfant dès le primaire à utiliser l'Internet, à aller sur les réseaux sociaux, à faire des recherches. Donc, ce système-là, qui est déjà d'application dans des pays industrialisés, chez nous, on n'est pas encore arrivé. Donc, il faut revoir tout un programme d'éducation pour remettre l'enseignement à jour. Maintenant, dans le domaine de la santé, nous avons à remettre à jour le système de la santé, d'abord en réhabilitant les hôpitaux existants. Allez voir l'hôpital général de référence qui se trouve au centre-ville de Kinshasa. C'est un mouroir. Et si l'hôpital général de référence de Kinshasa, c'est un mouroir ici et au vu aussi de tout le monde, où on prend des femmes en otage parce qu'elles ont accouché, pendant 6 mois, ils ont des enfants à l'hôpital, elles ne peuvent pas sortir parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer les factures. Allez voir l'intérieur du pays, c'est une situation catastrophique. Nous devons réhabiliter tous ces hôpitaux-là, détruire déjà cet hôpital général de référence, tout comme d'autres hôpitaux similaires sur l'ensemble du territoire national, construire de nouveaux hôpitaux modernes et mettre des médecins de qualité, former ces médecins à travers une formation continue des médecins et des infirmières et les payer correctement, équiper des hôpitaux comme il se doit, donner à tout le monde ce que j'appelle l'assurance maladie universelle, c'est-à-dire un système d'assurance qui permettrait à tout un chacun, quand il tombe malade, de se faire prendre en charge sans avoir à débourser l'argent de sa poche. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Et si on ne te soigne pas, qu'est-ce que ça entraîne? Tu es voué donc à la mort. Dans ton propre pays, tu vas dans un hôpital public et on ne peut pas te donner des soins de santé. Donc on doit refaire ce système d'assurance maladie universelle. Au-delà de ça, je disais tout à l'heure qu'on doit assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est un des piliers importants de notre programme de développement. Pourquoi? Parce que allez dans les magasins de Kinshasa ou de la RDC, vous trouverez des sacs de farine et de maïs. Mais ce maïs-là, ou le sac de manioc, de farine de manioc, ça vient d'où? Ça vient d'Angola, de l'Ouganda, d'Afrique du Sud. Ça vient même du petit Rwanda à côté, ça vient de la Thaïlande. Mais où est la production congolaise? Les Congolais ne produisent plus. Donc, il nous faut prendre en charge notre destin en produisant localement tout ce que nous consommons pour être en mesure de ne pas être dépendant de ces choses-là qui doivent venir donc de l'extérieur. Même chose dans le domaine de la pêche, dans le domaine donc de l'élevage, on peut produire les bovins, on peut produire donc des animaux ou les poulets, les poulets, tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation, ou les poissons, ainsi de suite là. Il y a autre chose que nous devons faire, c'est le domaine économique. J'ai dit tout à l'heure, nous avons tout plein de matières premières. Mais ces matières premières-là, vous savez quoi? On les extrait à l'état brut comme du temps de la colonisation, on les envoie à l'étranger et à l'état brut, et ça ne crée pas d'emploi dans le pays. Ce que nous devons faire, c'est transformer ces matières premières en produits finis dans notre pays. Ça va créer des emplois pour tout le peuple congolais. Au-delà de cela, il y a d'autres secteurs qui sont importants, mais pour des raisons de temps, je vais peut-être me résumer. Le secteur financier est très important. Nous avons une monnaie qu'on appelle le franc congolais. Mais vous savez quoi? C'est une monnaie qui nous fait honte. Les Congolais ont même peur de toucher leur propre monnaie parce qu'elle est sale, elle est dégueulasse, elle n'a aucune valeur. Il faut transformer de grosses quantités comme ça pour faire une petite transaction. Nous devons restructurer la monnaie. Et la Banque centrale qui nous fabrique la monnaie, nous devons restructurer le système financier lui-même. Parce que nous avons un système financier qui appauvrit les Congolais au lieu de les enrichir. Le système financier est composé des banques étrangères essentiellement qui sucent le sang des Congolais. Ils prennent les dépôts des Congolais. Mais quand il s'agit de faire du crédit, on fait du crédit à qui? Aux originaires des pays d'où viennent ces banques-là, aux Libanais, aux Indo-Pakistanais et consorts. On doit revoir tout ça. Et bref, nous avons tout à faire. Et là, je vous ai donné simplement un petit aperçu du plan Marshall, mais il y a plusieurs choses à faire dans tous les secteurs, du tourisme,
dans le secteur, donc le domaine du secteur privé, dans le domaine du changement des mentalités, la culture, dans le domaine des religions. Nous avons une prolifération des religions qui sont aujourd'hui devenues un problème pour le pays. Je veux bien prier le bon Dieu, mais pas de la façon que les choses sont faites là. On a besoin de quelques religions, mais où les gens sont vraiment donc croyants, pas des religions qui exploitent la population pour soutirer de l'argent et tromper donc l'opinion publique. On a besoin donc de faire tous ces changements-là pour que le pays puisse se remettre sur la voie du développement. Donc tous les secteurs développés dans le plan Marshall, mais quelques secteurs que vous venez de développer ici, ça nécessitera de moyens, de financement. Maintenant, la question que moi je vous pose, c'est comment y parvenir tant que plusieurs personnes aujourd'hui s'en donnent le plaisir de détourner l'argent de l'État? Comment y parvenir à tout ce que vous venez de proposer là? Oui, je dirais que pour mettre en œuvre le plan Marshall tel que je l'ai préparé, on a besoin de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Ça veut dire qu'en moyenne par an, on a besoin d'à peu près 45 milliards de dollars. 45 milliards de dollars par an en moyenne. Et j'avais anticipé que pendant le premier quinquennat, chaque année allait coûter 20 milliards de dollars. Comment mobiliser cet argent-là? On ne doit pas vouloir une chose et faire le contraire. La lutte contre la corruption, c'est le chemin qu'il faut suivre. Quand on dit lutte contre la corruption, ça veut dire que toute personne qui a mis ses mains dans les caisses de l'État, il faut amener cette personne devant la barre. Il faut juger cette personne, il faut condamner cette personne, il faut foutre cette personne à Makala. Et pas pendant un jour ou deux. Vous allez à Makala, vous restez pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, jusqu'à la fin de votre séjour là-bas, vous n'allez pas sortir. Et quand vous sortez, on vous a enlevé d'autres droits. Vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique parce que vous êtes un mauvais citoyen. Vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas postuler pour des mandats électifs. Vous ne pouvez pas devenir député ou conseiller municipal et consorts. Vous ne pouvez pas devenir président de la République. Vous ne pourrez plus faire des affaires avec l'État, c'est-à-dire soumissionner des marchés publics, faire affaire avec l'État. Et moi, j'irai très loin même. On va vous arracher la carte d'électeur et le passeport congolais. Vous ne pouvez même plus sortir du pays. Quand on va faire ces choses-là avec quelques individus, vous allez voir que tout le monde aura peur et ils ne vont plus encore voler l'argent de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'argent de l'État se vole au grand jour. Vous entendez l'histoire de 15 millions, non? De 15 millions, et vous voyez ces gens-là à la télévision se promener comme si rien n'était. Et vous voyez le changement dans leur vie. Leurs femmes achètent des cadeaux pour donner à l'État, pour donner à la population, pour distraire la population, et nous applaudissons. Nous ne pouvons pas continuer dans un pays comme ça. Changement de mentalité, ça veut dire application de la loi, ça veut dire utilisation de la force quand c'est nécessaire pour contraindre les gens à se comporter correctement. Donc, si on fait ces choses-là, mon plan Marshall sera financé en grande partie par des ressources intérieures qui proviendraient de la lutte contre la corruption, détournement des fonds publics et prédation des ressources naturelles. Et deux, maintenant, les sources traditionnelles des recettes de l'État comme nous avons aujourd'hui. Au-delà de ça, la mise en place d'un bon environnement des affaires, d'un État des droits fonctionnels avec la réforme de la justice entraînera en quelque sorte donc une entrée des capitaux frais qui viennent des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir à l'aise de venir investir donc dans notre pays. Et le peu d'argent qui va rester pourrait provenir donc d'aides bilatérales et multilatérales. Donc bref, sur les 800 milliards de dollars, 680 milliards proviendraient des ressources intérieures, 75 milliards de dollars proviendraient des investissements directs étrangers et 45 milliards de dollars proviendraient d'aides bilatérales et multilatérales. Vous totalisez 800 milliards de dollars pour mettre en œuvre avec succès le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Est-ce que Noël Tchani fait confiance à la nouvelle appareil judiciaire? Bon, ce n'est pas une affaire, moi je voudrais voir des résultats. Je ne fais pas confiance aveuglément. Il y a eu des changements qui sont intervenus. J'ai salué le départ des gens qui étaient très corrompus, qui étaient même le symbole de la corruption dans l'appareil de justice, tel que ce type-là qui s'appelle Jérôme Kitoko. Je salue l'arrivée de nouvelles personnes dans l'appareil de justice. Ce sont des personnes qui faisaient partie du système, mais qu'on a repêchées. On voudrait leur donner la chance et le temps de prouver de quoi ils sont capables. Donc moi, j'ai confiance que si on a un bon système de surveillance, de les regarder et de punir s'ils commettent des erreurs comme leurs prédécesseurs, je pense qu'il y aura un changement, si petit soit-il, mais il y aura un changement dans le fonctionnement de la justice. Et je veux maintenant qu'au-delà de ces gens qui ont été désignés, qu'on descende à tous les échelons
pour désigner de nouvelles personnes qui auront un comportement exemplaire. Avez-vous déjà songé à faire parvenir le plan Marshall au président de la République? J'avais remis la copie du plan Marshall au président de la République. Il a ça. Est-ce que vous faites le suivi? Est-ce qu'il a lu ça? Est-ce que Ben, moi, je ne peux pas entrer dans la chambre du chef de l'État pour savoir quel livre il lit tous les jours. Ça, moi, je ne peux pas savoir. Je lui ai donné, c'est à lui d'en faire usage utile. Et il n'est pas tenu de me faire rapport de ce qu'il va faire avec. Tout ce que j'ai fait mon devoir de citoyen. J'ai quelque chose qui peut être utile au pays. J'ai mis dans les mains du président et je lui ai souhaité bonne chance. Noël Tiani, abordons maintenant la question politique en quelques temps, parce que nous courons derrière le temps. J'aimerais que vous puissiez mettre un mot sur les désordres qui règnent dans le parti au pouvoir, l'UDPS, qui aujourd'hui réclame le retour de l'homme Mende à la place de Jolino Makelele. Comment voyez-vous et qu'est-ce que vous pouvez dire face à cela? Je dirais à mes copains de l'UDPS, je leur dirais qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Quand on a eu donc du vieux, et le vieux qui a prouvé être pourri, qui était même sanctionné par la communauté internationale, on ne peut pas revenir là-dessus. Il y a certaines personnes qui doivent prendre la retraite. Nous avons un pays de 100 millions d'habitants. Tous les 100 millions d'habitants n'ont pas encore travaillé pour l'État. Ceux qui ont travaillé pour l'État qui prennent la retraite, on les met de côté, on a tourné la page, on ne va pas revenir là-dessus. Si ce monsieur-là que vous dites, l'actuel ministre de la Communication, Makelele, s'il n'est pas bon, qu'on le remplace, qu'on cherche encore un autre Congolais qui peut être bon. Mais on n'a pas besoin de retourner vers les anciens qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas du tout bons pour le pays. Donc, je voudrais inviter nos amis de l'UDPS à réfléchir 2 fois sur les choses qu'ils réclament pour le pays. Il y a même certains qui pensent qu'ils n'étaient pas préparés pour le pouvoir. Qui n'était pas préparé? L'UDPS n'était pas préparé pour... Bon, je ne vais pas entrer donc dans ce jeu-là. Tout ce que je sais, c'est que l'UDPS a mené un combat héroïque pour arriver à prendre le pouvoir donc en RDC. Il faut maintenant consolider ce pouvoir. Il faut améliorer la gestion du pays. Et le chef de l'État a beaucoup de latitude dans ce sens-là et beaucoup de responsabilités. Il doit s'entourer des gens qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Il doit s'entourer donc des conseillers de qualité. Il doit puiser en tant que chef de l'État au-delà de l'UDPS pour trouver des gens qui peuvent l'aider à réussir la mise en œuvre de sa vision. S'il le fait avec une nouvelle équipe, une nouvelle vision, une nouvelle impulsion, le Congo peut être mis sur le chemin du développement et ça va profiter à tout le peuple congolais. Selon Noël Tiani, le programme d'urgence du 100 jours du chef de l'État, aujourd'hui, ça a eu quel impact? Bon, vous savez, je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de parcourir tout le pays pour voir partout comment ce programme a été exécuté, mais en le jugeant à travers ce qu'on a vu dans la ville de Kinshasa, oui. Il y a 2 ou 3 choses qui sont très visibles pour la population congolaise. C'est la construction de ceux de moutons. La construction de ceux de moutons, non seulement que ça n'a pas été parachevé, mais ce qui est grave, c'est que ça a créé plus de problèmes qu'avant le début de construction. J'ai eu, moi, l'occasion d'en vivre les conséquences. Je voyageais pour aller en Corée du Sud. J'ai pris la voiture de la Gombe pour aller à l'aéroport international d'Ndjili. Ça nous a pris 4 heures pour arriver à Ndjili. On était sur le point de rater l'avion. J'imagine un tout petit peu la souffrance de nos compatriotes qui habitent du côté d'Ndjili et qui viennent en ville tous les jours pour venir travailler. Et s'ils doivent passer 4 heures, ils quittent chez eux à 2h, 3h du matin pour arriver en ville afin d'être au travail donc à l'heure. Ce n'est pas du tout vivable, ce n'est pas supportable. Donc moi je dirais que nous devons être plus organisés en tant que pays. Pourquoi? Parce que, vous savez, un saut de mouton a une longueur d'environ 50 mètres. Si nous sommes en tant que pays incapables de construire un petit truc d'une longueur de 100 mètres, de 50 mètres, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que pays, nous ne serons pas en mesure d'exécuter la vision telle que je l'ai conçue dans le cadre du plan Marshall, où on peut construire des autoroutes qui aillent de Banana à Kisangani, qui aillent de Sakanya au bas du Katanga à Zongo, qui aillent de Ngananjika, ma ville natale, à Lissala. Donc, ou bien qui aille de Ngananjika en Kamba, dans la province du Bas-Congo. Alors, si nous n'avons pas cette capacité-là, je comprends pourquoi tout ce qui s'est fait au Congo, les Congolais pensent qu'il faut le confier aux étrangers.
C'est parce qu'ils ont déterminé que nous-mêmes, Congolais, nous sommes incapables de le faire. Mais je vous assure que nous nous trompons. On ne peut pas construire un pays en s'appuyant sur des Libanais, sur les Chinois, sur les Pakistanais, sur les Coréens. On se moque de nous. Nous n'avons pas cette capacité-là de pouvoir exécuter nos propres programmes. Déjà, à partir de quelques individus qui ont le pouvoir de donner des contrats, et ils ne sélectionnent que leurs copains libanais ou indo-pakistanais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils leur donnent de gros contrats, 50 millions, avec la compréhension qu'ils vont leur reverser donc une portion d'argent. Je veux qu'on mette fin à ce système-là. Nous devons être sérieux. Et le chef de l'État doit pouvoir regarder autour de lui qui fait ces choses-là et le mettre hors d'état de nuire immédiatement. Parce qu'il amène le Congo sur la mauvaise voie. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, j'invite le peuple congolais à prendre encore une fois de plus ce que je propose, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je vous répète que c'est une véritable vision de développement pour sortir le Congo de la situation catastrophique actuelle, en faire un pays émergent. On ne peut pas se développer au hasard. On ne peut pas se développer en prenant une petite action comme ça aujourd'hui et puis demain une autre petite action sans qu'il y ait coordination entre ces actions. Le plan Marshall, c'est une vision cohérente, chronométrée, étalée dans le temps. Et je vous dis même la période de temps pour sortir le Congo du sous-développement. Je vous donne l'exemple concret. Je viens de rentrer de la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1960, avait le même niveau de développement que la RDC. Ils se sont développés en 1996 ou 1995. Ils avaient atteint le niveau de développement actuel. C'est-à-dire qu'ils avaient une période de temps pour faire certaines choses pour arriver à changer leur mode de vie. Moi, je vous dis que nous pouvons le faire en 15 ans. Et je vous propose des actions que nous pouvons mener. Prenez connaissance de ce plan-là. Et si nous prenons connaissance, nous aurons la possibilité de comprendre ce que fait le gouvernement pour arriver donc à diriger le pays comme il faut. Et nous pourrons même être plus regardants à l'égard du gouvernement parce que chaque fois qu'ils feront des erreurs, on sera en mesure de dire, là, vous vous écartez de ce que nous avons compris. Donc, je vais faire la présentation du plan Marshall le 9 mars à 9h30 à l'université chrétienne de Kinshasa, UCKIN, comme on appelle l'université chrétienne de Kinshasa, qui se trouve en Bise Pigeon. L'entrée est gratuite. Tout le monde est invité. Tous les étudiants, les professeurs, les fonctionnaires de l'État, tout le monde, les policiers, les militaires, tout celui qui s'intéresse au développement de son pays est invité. Venez, vous allez prendre connaissance de la présentation de ce plan dans les détails. On va échanger, poser des questions, on va répondre, chacun va apprendre donc de l'autre. Et à la fin, ce que nous allons retenir de là, ça pourra être appliqué pour le développement de notre pays. Je vous remercie. C'en est fini pour ces numéros. Merci de nous suivre et à la prochaine. Au revoir.